La suite de Face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu bien sûr et Arthur de Vatrigan. Vous recevez ce samedi soir Thibault Mercier. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, avocat. Pourquoi avoir invité ce soir Thibault Mercier? Parce que si je me fie à ce que j'entends dans les journaux, l'état de droit serait en danger, la démocratie libérale serait en danger, mais le problème c'est que ceux qui se portent à la défense de l'état de droit et de la démocratie libérale, j'en ai l'impression souvent, sont ceux qui réduisent les libertés, sont ceux qui imposent des lois de censure et des pratiques de censure. Donc pour être capable de comprendre ce paradoxe, ou à tout le moins dévoiler cette fraude intellectuelle, on verra ce qu'il en est, nous recevons Thibault Mercier. Bonjour monsieur. Bonsoir Mathieu Bocoté. Alors, à partir d'une préoccupation, vous avez multiplié les tribunes ces derniers temps, depuis quelques temps, sous le signe d'une préoccupation pour les libertés qui tendent à s'effondrer sans qu'on ne le dise. Donc, je vous donne un premier exemple et on aura l'occasion d'en donner plusieurs. Il y a quelques semaines à peine, Transmania, le livre de Stern et Moutot, au cœur de l'actualité. Et là, il y a un appel explicite à censurer la publicité autour de ce livre sous différents prétextes, interdire telle ou telle conférence autour de ce livre. Donc, je vous pose la question simplement, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une société qui se veut libérale, mais qui, dans les faits, multiplie comme jamais les lois de censure? Derrière le terme d'état de droit, qu'est-ce qu'il y a? C'est un mot fourre-tout que les politiques emploient, comme avant on disait qu'on était humaniste ou qu'on défendait les droits de l'homme. Mais en fait, derrière cet état de droit, c'est plus du tout la défense des libertés publiques du citoyen, c'est les défenses des droits de l'homme avec un grand H. Cet homme qui est un peu le même en tout point du globe, en tout lieu, donc un Sénégalais, un Japonais, et celui-là, il a des droits. En revanche, on oublie les droits du citoyen et des libertés publiques. Ces libertés publiques, typiquement, le droit de réunion, le droit d'association, ou même le simple fait de tenir des colloques ou des conférences à l'université. Des hommes politiques se permettent de faire pression sur J.C. Decaux, pour ne pas le citer, pour qu'il retire les affiches de ce livre Transmania. Yann Brossat, élu communiste à la mairie de Paris, qui demande à ce qu'on interdise à Assas, à la faculté d'Assas, une conférence de ces deux auteurs de Transmania. Et malheureusement, ça marche, puisque l'université d'Assas, par exemple, a cédé pour respecter l'ordre public, en disant qu'il ne serait pas capable de respecter l'ordre public. Donc on a décalé cette conférence et on l'a réduite à simplement une petite vingtaine de personnes qui a pu y assister. Donc l'université a sauvé la face en disant on tient quand même la conférence, mais finalement, concrètement, la liberté d'expression en a pris un coup. Alors, on vient de nommer la question de la liberté d'expression. Je vous donne un autre exemple aussi qui me vient en tête, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des tonnes d'exemples qui nous viennent de l'actualité, mais qui ne sont jamais mis en récit collectivement. Récemment, des militantes de Némésis, donc le mouvement féministe identitaire, se présentent dans un événement avec des affiches de mémoire violeurs étrangers dehors, ou expulsion des violeurs étrangers. Et autres affiches semblables. Or, la maire de la ville dit il faut les poursuivre, les traduire devant les tribunaux, finalement, de tels propos sont inacceptables. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange à ce que, lorsque des militantes se prennent avec des affiches dans l'espace public, on en appelle encore une fois à la restriction de leur liberté d'expression, alors que l'affiche en elle-même, violeur étranger dehors, ne me semble pas être la plus problématique qui soit. Évidemment, elle n'est pas problématique pour tout un chacun, sauf que depuis que dans notre droit, on a introduit la notion de haine, Ouais. Le juge se croit tout permis pour contrôler cette liberté d'expression. Parce que qu'est-ce que c'est que la haine? C'est un sentiment, il est impossible de le définir matériellement, c'est quelque chose complètement d'intangible, et pourtant c'est dans notre droit, et donc dès qu'on a ce nouveau totem de lutte contre la haine, et comme dans notre droit il y a l'interdiction d'inciter à la haine, à partir de ce moment-là, on va nous dire qu'il faut mettre dehors les violeurs étrangers, c'est de l'incitation à la haine, donc ça peut être condamné. Ça peut être une restriction légitime et légale d'ailleurs de notre liberté d'expression. Allons-y sur la question juridique, justement. Qu'est-ce qu'on entend par haine aujourd'hui? Parce qu'on peut faire une histoire du concept de haine dans l'espace public, mais lorsqu'aujourd'hui, les politiques ou lorsque les différents juges, les magistrats décident de s'emparer de cette question, qu'appellent-ils la haine? Là, c'est un gros problème, c'est qu'on n'est pas capable de définir la haine. Normalement, la loi pénale, elle doit être interprétée strictement, ça c'est un juriste qui vous le dit, et en fait, avec un concept aussi large que ça, on peut mettre tout et n'importe quoi dans ce concept. Alors, il y a des haines qui sont totalement acceptées, notamment la République, elle s'est fondée sur la haine des tyrans, et il y a des haines politiques qui sont beaucoup moins acceptées. Alors, à partir du moment où on va remettre en cause une espèce de dogme diversitaire, ce que vous appelez le dogme diversitaire, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de changer de sexe à l'état civil sans même subir une opération, c'est-à-dire défendre à tout prix le droit des clandestins de traverser une frontière. Dès qu'on remet en cause ces droits-là, c'est de la haine. Et en revanche, d'autres points, donc attaquer ces gens-là frontalement, c'est pas forcément de la haine. Donc, on n'est pas capable de le définir. Et à partir du moment où on a mis un concept aussi flou comme ça dans notre droit,
on donne le pouvoir au juge de décider ce qui doit être dit ou non sur le territoire français. Mais à quel moment remonte l'arrivée de la haine comme catégorie dans le droit français? C'est notamment à partir de 1972, la loi Pleven, la fameuse loi Pleven, qui est venue interdire l'incitation à la haine fondée sur la religion, la race, l'ethnie, et aussi interdire la discrimination fondée sur les mêmes critères. À partir du moment où on a mis ce terme qui n'est pas du tout juridique, on a changé le rôle du juge, qui n'est plus du tout de juger du crime, mais il vient juger presque du péché. Il a un rôle quasi théologique, lutter contre la haine. Alors, je reviens sur cette question parce que ça me semble assez important. La notion de haine. À la rigueur, si on dit le refus de l'appel à la discrimination religieuse ou raciale ou tout ça, le commun des mortels peut dire il y a une forme de bon sens là-dedans. Mais j'ai l'impression que la notion de haine n'a cessé de s'étendre depuis les années 70 et qu'aujourd'hui, toute forme de non-engagement, de non-enthousiasme pour ce qu'on nous présente comme un progrès peut être codé ou interprété comme un propos haineux ou potentiellement haineux. Même la présentation de certaines statistiques, certaines statistiques, leur présentation peut avoir un contenu haineux. Il y a quelque chose là-dedans qui nous éloigne de la société libérale. Malheureusement, on a l'impression que la réalité est devenue haineuse puisque le simple fait de citer des chiffres ou des faits peut vous être reproché et donc vous pouvez être condamné pour incitation à la haine. Et c'est là où c'est un peu délirant dans cette société française, c'est que on a interdit certains sujets. On les a mis dans le domaine du sacro-saint, qui sont devenus un nouveau dogme. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus les discuter. Donc on n'est plus du tout dans l'opinion, en fait, on est dans la religion. Et c'est cette lutte contre la haine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui devient un nouveau dogme de l'époque, comme la lutte contre la discrimination est un nouveau dogme de l'époque, comme la défense de la sécurité est un nouveau dogme de l'époque. Et nos libertés sont désormais contingentes quand on doit défendre ces thèmes. Arthur de Vatrigan. Et justement, la judiciarisation de tout, n'est-ce pas la conséquence du triomphe du relativisme? C'est-à-dire que le droit a remplacé la morale, les juges ont remplacé les curés. Alors exactement, mais sauf que la nature a horreur du vide, donc en fait, on n'a pas plus de curés, on a des nouveaux curés. C'est plus des curés catholiques, maintenant, c'est des curés de la nouvelle religion diversitaire, et qui sont, par exemple, les juges. Eux vont se permettre de vous juger, de savoir si vous êtes en état de grâce. Quand vous allez passer à Jeanne d'Arc, on lui demandait si elle était en état de grâce avant de la juger. Quand vous allez devant le tribunal, la 17e chambre, pour incitation à la haine, on va vouloir savoir si vous êtes en état de grâce. Et si vous avez agi de manière haineuse, on peut vous condamner. Si vous n'avez pas agi de manière haineuse, vous ne serez pas condamné. Et donc tout ça, encore une fois, ça reste de la religion selon moi. Alors, revenons à une proposition de loi dont on a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines, dont vous êtes intéressé aussi d'ailleurs, cette idée d'étendre la pénalisation des propos tenus dans le domaine privé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai lu et relu, je me suis dit, ça y est, une loi à l'écossaise ou une loi à l'irlandaise en France, et avec cette idée qu'il serait possible de pénaliser des propos dans la vie privée. On nous dit dans le domaine non public. Apparemment, c'est une nuance importante. Pourriez-vous nous en dire davantage sur l'esprit qui anime cette loi ou cette proposition de loi? Parce que pour le commun des mortels, ça veut dire que finalement, la conversation à la machine à café, la conversation au restaurant, la conversation en famille peut être transformée, on appelle à la délation, et finalement, c'est Mais c'est exactement ça. l'Allemagne de l'Est. Pour promouvoir le vivre ensemble, l'État considère qu'il peut aller jusqu'à chez vous pour vous dire ce qui doit être dit autour de votre table. Et donc maintenant, si vous incitez à la haine ou incitez à la discrimination autour de votre table de manière privée, on pourrait, si cette loi va jusqu'au bout du processus législatif, être condamné pour un délit qui pourra monter jusqu'à 3 750 € d'amende pour avoir dit des choses qui vont contre cette nouvelle religion diversitaire. Donc pendant le Covid, on avait... Juste la distinction, on dit à la maison, parce que là, quand je me suis penché sur la chose, on a tenu à me rassurer en me disant que les propos à la maison ou sur l'oreiller ne seraient pas sanctionnés, mais au travail, à la machine à café, au restaurant, ce serait autre chose. Écoutez, pour l'instant, c'est pas clair, puisque la loi n'est pas passée, mais c'est sûr que c'est un travail que les députés vont devoir faire, qu'on demande au député Lefebvre, qui est à l'origine de cette proposition de loi, qui nous dise ce que ça veut dire propos non publics. Parce que normalement, propos non publics, c'est aussi des propos que vous pouvez tenir chez vous si vous invitez des gens chez vous à parler. Et à la fin du dîner, imaginons que vous invitez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qui pense que vous avez incité à la haine, il va sortir et aller vous dénoncer à la gendarmerie du coin ou au commissariat de police, et vous allez peut-être passer devant un juge. Donc ça, c'est l'appel à la délation, finalement. C'est la volonté de transformer chaque citoyen en contrôleur de son voisin. Écoutez, tout à l'heure, je vous disais que c'était pendant le Covid, on voulait nous interdire d'être plus de 6 personnes à table. Désormais, on ne veut pas nous interdire d'être plus de 6 personnes à table, c'est de nous dire ce qu'on doit dire autour de la table. Et en plus, à l'époque du Covid aussi, on nous incitait à dénoncer les voisins qui recevaient des gens chez nous, et c'est exactement la même chose qui se met en place.
George Orwell nous disait dans 1984 qu'il fallait mettre des télécrans qu'il allait avoir des télécrans dans chacun des appartements des citoyens pour que l'État puisse vérifier ce qui allait être dit. Mais là, c'est même plus nécessaire. C'est chaque citoyen qui est incité, pour lutter contre la haine et promouvoir le vivre ensemble, à dénoncer son prochain. Alors, cela dit, avec les techniques de contrôle aujourd'hui de l'information, les conditions de délation se sont... Dire, la facilité pour dénoncer, c'est incroyable. Aujourd'hui, un tweet on peut appeler à la délation d'un tweet, une conversation privée, si on est 6 ou 7 autour d'une table, c'est presque un événement public. C'est autrement dit, le privé devient public. Le privé devient public, et puis il y a quelque chose de très dangereux là-dedans, c'est que Hannah Arendt nous dit bien que le début du totalitarisme, c'est quand l'État commence à s'intéresser à la vie privée de ses citoyens. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que Papy René et sa petite fille Jessica qui vont discuter lors d'un réveillon de Noël. Si Papy René tient des propos difficiles sur, par exemple, la transmania, est-ce que sa petite fille ne va pas aller dénoncer son papy ? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de s'intéresser à ce genre de discussion privée ? Moi, je ne pense pas, c'est très grave. Et en plus, il faut favoriser quand même la liberté d'expression, parce qu'on nous dit que c'est un grand mot comme ça, mais pourquoi il faut la favoriser ? Parce que c'est la seule qui nous permet d'arriver à un compromis, un consensus et à une certaine vérité. Et à partir du moment où des propos sont interdits, on n'arrivera jamais à savoir ce qui est vrai. Et je pense par exemple au massacre de Katyn, où l'URSS avait dit que c'était les nazis qui avaient commis ce massacre, et finalement, comme on a pu en discuter sur la place publique, on s'est rendu compte que l'URSS avait menti. C'est exactement la même chose là. C'est pour ça qu'il faut favoriser cette liberté d'expression. Alors, revenons sur la période Covid, vous l'avez évoqué. Pour certains, la période Covid, c'est une parenthèse. On a vécu cette période et on a repris ensuite la vie ordinaire. Pour d'autres, c'est un moment de bascule dans la gestion de nos sociétés, dans la représentation qu'on se fait de nos sociétés. Vous êtes de la deuxième école, si je comprends bien. Exactement. Regardez, on a imposé le QR code, donc des nouvelles frontières entre les citoyens pendant le Covid. Vous deviez présenter un QR code pour montrer que vous étiez vacciné. Désormais, l'État s'est rendu compte que la nouvelle technologie, c'était très efficace pour gérer tout problème politique. Alors avant, c'était le droit à la santé, maintenant, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui va se passer pendant les JO à Paris ? Chaque citoyen parisien, chaque touriste qui sera à Paris, pour accéder à l'espace public, voire accéder à son domicile, devra montrer un QR code. Et ce n'est pas un simple QR code. Pour obtenir ce QR code, il faudra se loguer sur une plateforme, mettre toutes ces données personnelles qui seront passées au tamis de plus de 13 fichiers de police. Et ensuite, on vous délivrera ce fameux QR code qui vous permettra enfin d'avoir le droit d'accéder à l'espace public. C'est tout à fait étonnant parce qu'on a certaines frontières nationales qui sont passées de manière tout à fait facilement, sans QR code. En revanche, le citoyen, lui, pour vivre dans sa propre ville, il va être obligé d'avoir un QR code. Arsène Vatrigan. Justement, c'est le problème. Vous enlevez les frontières, elles se recréent à l'intérieur. Sur le QR code, on avait dit que ça allait se prolonger. Finalement, ça s'est arrêté après la crise sanitaire. Là, ça ressort pour la crise sécuritaire. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que c'est par délire et par volonté d'autoritarisme et de contrôle, ou c'est parce qu'on est juste simplement infoutu de gérer notre sécurité et donc on est contraint de prendre des mesures presque liberticides ? Pour en avoir discuté avec l'ancien directeur de la police nationale, il nous a bien dit que, par exemple, les JO, ça allait être un enfer sécuritaire. Et donc, comme on n'a pas pris la mesure de cet enfer sécuritaire, désormais, le préfet de police Núñez est obligé de mettre un maximum de contrôle sur les citoyens pour éviter que ça saute, sachant qu'il y a énormément d'enjeux pour ces JO. On se dit que finalement, le citoyen parisien, c'est pas très grave. On a un peu un délire mégalomaniaque de Anne Hidalgo qui veut faire ses grands JO. La liberté du citoyen est contingente, donc on peut la restreindre au maximum, quasiment lui empêcher de rentrer chez lui, c'est pas trop grave. Et oui, parce qu'évidemment, on a été infichu de gérer notre sécurité sur le territoire national auparavant. Donc c'est pas une obsession de contrôler, l'intention au départ est plutôt bonne, quoi. L'intention peut être bonne, mais bon, évidemment, si on parle à un préfet de police, son but, ça va être de contrôler. Mais sauf que le politique, ça doit aussi être de dire au préfet de police, OK, il y a la sécurité, c'est important, mais il y a aussi la liberté. Il faut peser ces deux principes, et maintenant, le gouvernement est incapable de peser deux principes. À chaque fois, il s'en remet à des experts. Les experts du Covid ont dit que, les experts de la sécurité ont dit que, donc on peut mettre à mal toutes nos libertés. Vous allez chez le médecin, il va vous dire d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de faire de la moto, d'arrêter de boire du vin rouge. Évidemment, il est obsédé par votre santé. C'est pour ça aussi que le politique doit reprendre la main et faire un jeu de balance qu'il n'est plus capable de faire, je trouve. Alors, j'essaie de voir la société qui se dessine à travers tout ça. Parce qu'on comprend, parce qu'Arthur vous a posé une question qui me semble essentielle. Est-ce que nous sommes contemporains d'une forme de processus qui nous échappe, une idéologie qui se déploie,
ou est-ce qu'il y a, selon vous, quelque chose comme une volonté de contrôle? Ça, c'est de la question, et elle n'est pas secondaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une logique consciemment autoritaire, ou est-ce qu'on est simplement devant un processus qui nous échappe? Je pense que de tout temps, le pouvoir a voulu avoir plus de contrôle. Mais déjà, au temps de Louis XVI, on n'avait pas les moyens technologiques. Louis XVI n'avait pas les moyens technologiques de contrôler la vie de ces sujets. Désormais, on a les moyens technologiques d'imposer un maximum de restrictions, la vidéo de surveillance algorithmique, les radars, le fisc qui regarde sur Google Maps pour savoir si vous avez une piscine chez vous. Donc ce contrôle a toujours été quelque chose que voulait le pouvoir. Et normalement, il doit y avoir des contre-pouvoirs qui sont mis en place, notamment le juge. Sauf que là, le juge, il est un peu absent dans ces cas-là. Le juge administratif, il a complètement arrêté de défendre les libertés. Et on a l'impression que c'est presque... il est là pour mettre un tampon aux décisions autoritaires du gouvernement qui n'en a plus rien à faire de nos libertés. Bah, justement, on reprend la question centrale, vous nous y conduisez, du fameux état de droit. Le libéral que je suis dit l'état de droit, ben, c'est très bien. Fondamentalement, l'idée d'un État qui évite l'arbitraire. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une forme de paradoxe. C'est au nom de l'état de droit qu'on pratique l'arbitraire. Je pense à l'interdiction de certains colloques, je pense à l'interdiction de certaines manifestations, souvent sur des critères assez arbitraires, encore une fois. Donc, est-ce que c'est au nom de l'état de droit qu'on piétine les libertés que l'état de droit devait protéger? Le problème, c'est que vous avez une définition de l'état de droit classique, et maintenant, c'est un mot qui est employé, qui veut dire droit de l'homme, qui veut tout dire. Donc, l'homme politique se place en disant moi, je suis pour l'état de droit, et c'est assez facile, et après, il peut faire ce qu'il veut. Sauf que selon lui, l'état de droit, c'est la défense des droits de l'homme en général et certainement pas les droits des citoyens. Donc, pour défendre ces droits de l'homme avec un grand H, on peut à peu près faire un peu ce qu'on veut au niveau de la loi. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures dans l'application de la loi. Et ce qu'on se retrouve à avoir, c'est par exemple des interdictions du citoyen français de manifester pour Thomas qui a été tué à Crépol. Il y a eu plusieurs arrêtés qui ont été pris par la puissance publique pour interdire ces manifestations. Alors qu'il y a d'autres manifestations, par exemple celle des clandestins dans Paris, elle n'est jamais interdite. Donc on a un 2 poids 2 mesures, le citoyen a presque moins de liberté sur son territoire que l'étranger finalement. Ce que vous nous dites, c'est important. C'est-à-dire que finalement, le critère qui justifie, par exemple, l'interdiction d'une manifestation, ou le critère qui permet, par exemple, d'interdire tel colloque ou tel événement ou tel propos, ce critère n'est pas fixé de manière très claire dans le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le savoir d'avance. C'est pas du tout un processus juridique. On nous dit que le droit est neutre. Alors, dans son écriture, le droit est neutre. Mais dans son application, ce n'est pas le cas du tout. Mais regardez récemment ce clandestin qui a porté la flamme olympique. Il faut quand même rappeler que peu importe ce qu'on pense de cet homme-là, si on pense que la loi existe et qu'elle a été votée démocratiquement et qu'elle doit être respectée, on a quand même, dans l'État français, donné la possibilité à quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là, donc qui n'avait pas respecté la loi, d'avoir l'honneur de porter la flamme olympique. Et en attendant, on interdit des manifestations, des colloques d'historiens, parce que ça déplaît au pouvoir. Et on n'est plus du tout dans le droit, on est dans une nouvelle morale, selon moi. Justement, le politique utilise ou instrumentalise l'état de droit, mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais que lorsqu'il y a eu des interdictions de colloques ou de manifestations, lorsque les organisateurs saisissaient le juge allait souvent à l'encontre du politique. Donc ma question que je pose, tout simplement, est-ce que la justice est neutre ou la justice est-elle de gauche ? Alors déjà, ça dépend, est-ce que c'est la justice judiciaire ou la justice administrative? La justice judiciaire fait plutôt bien son travail, le juge administratif est beaucoup plus politique, et notamment le Conseil d'État, puisqu'évidemment les conseillers d'État sont nommés par le pouvoir en place. Donc il y a quand même des juges courageux, il ne faut pas jeter l'opprobre sur la magistrature en général. Mais ce qu'on voit, c'est que en général, quand même, vous dites qu'il y a certaines décisions, certains arrêtés qui ont été annulés par le juge, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été validés pendant la période Covid. Il y a eu des interdictions de colloques qui ont été validées par le juge aussi. Donc je ne suis pas sûr que le juge administratif fasse vraiment son travail de défense de nos libertés. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps du rôle du Conseil d'État. Le Conseil d'État, dont le rôle semblait s'étendre, qui se permettait de multiplier les frappes dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que, de ce point de vue, on assiste à un dérèglement du système institutionnel français avec la croissance du pouvoir, à tout le moins c'est ce qu'on dit du Conseil d'État? Le Conseil d'État, il est là pour conseiller l'État et pour protéger l'État. À partir du moment où on a compris ça, on comprend que si l'État veut agir, il trouvera les moyens de faire en sorte que sa décision soit validée juridiquement. Donc l'État cherche quand même l'approbation du juge pour agir, puisqu'on est dans un monde très juridique, mais finalement tout ça c'est très politique. Je l'ai dit tout à l'heure, les juges du Conseil d'État sont nommés par les hommes politiques, et donc ils ont tendance à avoir un certain réflexe corporatiste
de défendre l'État malgré le droit qui est là et qui saute aux yeux. Donc, il y a un gouvernement des juges ou il y a un gouvernement du politique qui se cache derrière les juges? Ce qui est certain, c'est qu'on a donné énormément de pouvoir aux juges et que parfois, l'homme politique se défausse derrière le juge. Plutôt que d'agir politiquement, il va dire c'est le juge qui a dit ça. Donc on est dans un système un peu mixte. Je ne sais pas si cette réponse va vous satisfaire, mais c'est une réponse un peu de juriste. Il faut quand même être un peu mesuré. Donc il y a un certain gouvernement des juges, mais qui est dû au fait que, par exemple, l'École nationale de la magistrature soit complètement politisée, qu'on ait permis à certains juges de se syndiquer, le syndicat de la magistrature qui est complètement politisé, qui se permet même de prendre des contre-circulaires. Je pense à la période du jeune Naël l'année dernière, où il y avait eu des circulaires du ministère de la Justice pour être assez ferme sur les heurts qui ont eu lieu après, à la suite du décès du jeune Naël. Et il y a eu des contre-circulaires qui ont été diffusés par le syndicat de la magistrature disant on n'appliquera pas les instructions du ministère de la Justice. Donc vous voyez, on a d'un côté des juges qui veulent prendre le pouvoir et peut-être des politiques qui leur laissent un peu trop facilement. Je crois qu'on a le temps d'une dernière question. Arthur de Vatrigan. Est-ce que les politiques et les juges se cachent aussi derrière l'Union européenne? L'élection arrive, on entend souvent que la loi de la primauté du droit européen sur le droit français nous empêche de faire beaucoup de choses. À vous entendre, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de lâcheté à l'intérieur et que finalement c'est plus un prétexte. Tout ça c'est très politique. Vous savez qu'on fête cette année les 50 ans de l'adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l'homme. Et on se pose beaucoup de questions sur savoir ce réel pouvoir de la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple l'Angleterre, depuis quelques années, est très remontée contre la Convention européenne des droits de l'homme. Et comme elle pousse énormément contre la Convention européenne des droits de l'homme, elle est beaucoup moins condamnée qu'avant. Puisque finalement, les juges ne veulent pas que l'Angleterre quitte la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la Cour condamne moins l'Angleterre. C'est un exemple typique de voir que si les hommes politiques avaient un peu plus de courage pour défendre des visions un peu plus enracinées culturellement, on pourrait arriver à faire la politique qu'ils souhaitent. Donc c'est trop facile de se défausser derrière l'Europe. En 30 secondes, le temps d'une dernière question. Question large, réponse simple. Sommes-nous encore dans une société libre ou sommes-nous à la veille de perdre cette liberté? Écoutez, à partir du moment où le citoyen perd son libre arbitre, déjà, puisqu'on lui impose de penser d'une certaine manière, il y a de fortes présomptions du fait que nous arrivons dans une société où la liberté de conscience, la liberté d'opinion n'est plus vraiment importante pour l'État. Eh bien, un grand merci Thibault Mercier d'être venu sur le plateau de Face à Mathieu Bocoté. Mathieu, Arthur, à la semaine prochaine. Avec Ravi d'être vous avoir retrouvé ce samedi soir. L'heure des pros dans un instant, après la publicité. Restez avec nous.